Chers amis, bonsoir. Good evening, everybody. Bonne fête de la Saint-Patrick. Happy St. Patrick's Day week festivities, month festivities. Bienvenue aux amis qui ne sont pas membres d'Irish Heritage Québec. Je vous invite à consulter notre trésorière tout à l'heure pour voir si éventuellement ça vous intéressait de devenir membre. 2-3 questions d'intendance pour commencer. S'il vous plaît, signez le livre des invités qui se trouve sur la table derrière. Please sign the visitor's book at the back of the hall before you leave. It's very important. Aussi, on a des coupons de stationnement. Donc, prenez-en un. Adressez-vous à Anne Spratt au besoin. Alors, ce soir, c'est avec fierté que Irish Heritage Québec se joint pour une 3e année consécutive au défilé de la Saint-Patrick de Québec. Irish Heritage Quebec is very proud to come in here tonight again for another 3rd year in a row with our friends from the Défilé de la Saint-Patrick de Québec. As we approach Parade Day on Saturday, samedi le 22, 14h, départ ici à l'école secondaire Saint-Patrick, le long de la rue Cartier, la Grande Allée. On descend à travers la porte Saint-Louis jusqu'au château, on tourne et on revient vers l'hôtel de ville. So find a spot for yourself along the way. It's going to be great, as it always is. On félicite et on remercie les gens du défilé. Over the years, the parade folks have asked us to contribute a bit of Irish heritage content to the parade week, and we're very happy to do so. We've had great turnouts. On vous remercie de sortir en si grand nombre et d'être ici avec nous pour partager des thématiques irlandaises un peu mystérieuses. Steve nous réserve des surprises, m'a-t-il dit. Et c'est sans plus tarder, en fait, que je vais tout de suite passer le micro à notre ami, le grand marshal 2025 du défilé de la Saint-Patrick, a good friend of all of ours, Bruce Kirkwood, Grand Marshal of the Parade of 2025. Merci, Brian. Thank you, Brian. Quoi dire de plus? Il a tout dit. J'avais exactement le même speech. Bon, on l'a écrit ensemble. Non, c'est parfait que vous soyez là ce soir, là, parce que c'est pour la semaine qu'on fait les activités. C'est pas uniquement un défilé. Il y a beaucoup d'activités qui sont greffées à ça pour que tout le monde comprenne toute l'importance du fait irlandais à Québec. Le Québec a bien accueilli les Irlandais quand ils en avaient besoin. Puis là, on est le résultat. Je suis sûr qu'il y a tellement de monde ici qui ont tous des ascendants d'Irlande en eux autres. Puis on apprécie votre présence. N'oubliez pas que le défilé part à 2 heures. Hein? À 2 heures. Puis tout le monde va être là. Je rends compte que M. Ledoux est caché en arrière. J'aimerais le remercier. C'est encore quelqu'un qui est dans l'ombre, mais qui contribue énormément. Je vois M. le Président et les autres membres du conseil d'administration du défilé qui travaillent très fort à l'année pour vous présenter quelque chose d'extraordinaire. Ça va être extraordinaire parce qu'il va faire très beau. Très beau. On ne vous promet pas de tempête comme l'année passée. J'ai encore froid de l'année passée. Ça perdure. Mais je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous présenter M. Steve Cameron. Puis je vous remercie beaucoup encore. M. Steve Cameron avec sa présentation. Merci. That's me. That's you. The good news is it wasn't me. Est-ce qu'on m'attend comme... Non, et voilà. Donc, Bruce et Brian, Godumilamaga, thank you very much, merci beaucoup. Donc, durant la soirée, on va essayer d'ajouter quelques mots irlandais juste pour vous rendre confortable avec le concept. A few Irish words here and there just to make you comfortable with what we're going to try to do and remind ourselves of some of the ancestors. Every once in a while, the topic is every once in a while there's a reminder. De temps à l'autre, un rappel. Something happens that we stumble upon something, we read something, and it reminds us of this period of time that was a very difficult one, and most people assign it to the Irish. And while we have large scars, if you want, from the tragedies of 1832 and 1847, there's more to the story than that. Donc souvent, quand on pense, et surtout quand on regarde la photo de Grosse-Île, on trouve, c'est les Irlandais, les pauvres Irlandais avec tout ça. Et en fait, oui, on a des cicatrices qui étaient
en fait un résultat de ces tragédies, mais en réalité, on n'était pas caractérisé par ça. Et l'histoire de Grosse Île n'est pas juste une histoire des Irlandais. Ça nous a tous touchés. Donc, durant la soirée, on va essayer de vous donner une perspective de les deux tragédies, 32, choléra, et 47 de typhoid. Et on va essayer de vous donner une perspective un peu différente. Donc, le défi que quelqu'un m'a donné était de s'assurer que quand on parle des morts, que c'est pas morbide, that it's not a morbid topic. But I think what we're going to try to do is, to a certain degree, personify what the tragedies were and what the city lived through. Donc, en réalité, c'est pas juste une histoire des Irlandais parce que les villes étaient extrêmement impactées, comme vous allez voir. Donc, ce soir, on va jouer avec on va essayer d'introduire les trois langues. Donc, les slides que vous allez voir, le noir est en anglais, le bleu est français, et de temps en temps, vous allez voir un peu de vert. Le vert, c'est du Gaeilge. Donc, exemple comme Niamh Pádraig, donc ça veut dire Saint-Patrick. Donc, on va avoir quelques exemples comme ça durant la présentation, juste pour vous sentir un peu confortable avec l'idée que vous avez un lien avec les Irlandais. Comme je vous ai mentionné, j'ai l'impression que les tombes nous parlent. I had an impression that the graves, in fact, were talking, because as I was doing various pieces of research, I kept on stumbling on stuff. Des fois, c'est un ancêtre perdu, des cimetières en ville qui sont complètement oubliés, que vous marchez dessus de temps en temps. La panique, un peu de souffrance dans les communautés à l'époque. So suffering and hope and finger pointing and ignorance, c'est une combinaison de toutes ces affaires-là. Et donc, on va essayer, comme j'ai mentionné, de personnaliser ça un peu et pour vous rendre un peu plus confortable avec l'idée de c'était quoi et comment est-ce qu'on essaie toutes impliqués puis toutes affectés par cet événement-là. On a commencé la soirée avec quelque chose de spécial, la musique de Le Vent du Nord, un groupe québécois, avec Gaeilge, quelqu'un qui chante surtout en écossais, Julie Fallis. Et j'ai pensé que le thème, si vous avez pris le temps de l'écouter comme il faut, c'est le nostalgique. Et si vous avez écouté comme il faut, le départ de la musique était très sombre, tough, sad, puis avec le temps, avec un peu de musique québécoise dessus, on a senti vraiment une vie, donc l'espérance. Donc l'idée d'avoir des Québécois, des salles ensemble pour l'introduction d'un sujet comme ça m'a plu. Donc ça, c'est Le Vent du Nord et Julie Fallis. Et ça, c'est une pièce que vous pouvez trouver sur YouTube. S'appelle La Nostalgique. Cholera. Asiatic cholera. 1832, ici à Québec. Il est parti de Russie en 1831 vers l'Europe de l'Ouest. Et en fait, ça a frappé les anglophones, l'anglais, United Kingdom, en octobre 31, puis Belfast et Dublin en 32, mars, Cork en avril, et ici à Québec en juin. C'était très rapide. Et ça frappait pas seulement nous. Donc oui, c'est une histoire qui nous touche, mais c'est quelque chose qui a frappé l'Europe et pas à peu près. Donc on n'est pas les seuls. J'ai noté en bas qu'il y avait aussi des petites exemples ou des petites autres situations avec le choléra en 34, 49, 51, 52 et 54, ici à Québec, mais avec très peu d'impact. Mais l'impact en 32 était très difficile. Et en fait, c'est l'emphase qu'on va mettre aujourd'hui, c'est sur 32. So it was a tough story, and even though there were a few other outbreaks of cholera in a few later years, the 1832 one was probably the worst one. And this diagram expresses exactly what most of Europe felt, was this huge, scary item coming across the land, and very much Quebec would feel that in June of 32. The other thing that was interesting is that people would ask, well, why is this happening? What is it? Like, what? Cain fa? What? C'est pourquoi? And the word that keeps on coming up that was unknown really at the time, and even one that you don't hear very often today, miasme, le miasme. Et en fait, c'est une forme d'un air nuisible, miasme, c'est du mauvais air. Et on croyait à l'époque
que c'était quelque chose dans l'air qui se transmettait. On ne savait pas comment c'était transmettre d'une personne à l'autre, mais à cause que ça frappait tout le monde, puis comme des vagues, on avait cette impression, et Robert Seymour en 1831, avec son dessin, l'explique bien. That's what we thought it was like. It was something up there, up in the air. Mais la problématique, c'est qu'à cause qu'on ne savait pas, une fois rendu ici à Québec, on commençait à voir le sens que c'était quelque chose en basse-ville, pas ici, en haute-ville. Et pourquoi qu'on a pensé à ça? Parce que les immigrants qui l'amenaient étaient en basse-ville. Et les personnages au départ qui étaient pognés, c'était en basse-ville. So, en fait, c'était des people with low morals, people that lived down there, they were dirty, they drank too much. C'est le maudite faute des Irlandais. Right? Ça, c'est plus ou moins un peu le sentiment. Donc, il y avait cet aspect de haute-ville, basse-ville, des gens avec l'argent, pauvreté. There was always this expression between the two that people really felt that that's what it was all about. Il y avait même des gens qui ont pensé que c'était une malédiction faite par les Anglais. Like people actually felt that it was an Anglo curse on the French-Canadian population. But just to put some perspective, la population de la ville de Québec à l'époque, là on parle de 1832, il est plus petit que Saint-Georges-de-Beauce aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, on pense que Québec, c'est immense, mais c'est petit. C'est 30 000 personnes. Saint-Georges, aujourd'hui, il y a 32 000 personnes. Il y a à peu près 10 000 immigrants dans le mois de juin. Donc, le tiers de la population. Et tout l'été, il y avait à peu près 10 000 par semaine qui passaient. Donc, il y a une surcharge sur la ville. The city really wasn't equipped to handle this excess amount of immigration, and we think we have an immigration problem today. Right? Mais c'était vraiment débordé. Et très vite, il y avait des problèmes de sanitation. On mettait des tentes et des hangars sur les plaines d'Abraham pour ces gens-là. Et oublie pas, l'eau n'était pas exactement propre. Hein? Like the water wasn't necessarily clean. And don't forget, at the time, if you had there's no running water in the houses. So when you have waste, what do? You go down to the corner and dump it on the corner, get your new pail of water and bring it home, right? Les choses que les gens ne savaient pas, c'est la façon que la propagation de cette maladie-là est un lien direct avec des selles d'une personne affectée. Donc, ça veut dire que si on est en train de vider notre cochonnerie au coin du rue, puis les enfants sont en train de ramasser l'eau en même temps, vous savez qu'est-ce que c'est? Ça partit en fou. So there's a shared water supply. Donc, la situation était épouvantable. C'était juste une question du temps avant que ça va un peu partout. L'autre aspect qui est important pour comprendre en 1932, personne n'est en charge. Il n'y a pas de municipalité. C'est pas comme si on a une maire ou on a quelqu'un responsable de toute la ville. It's all broken up like in wards. Et tout le monde avec ses propres règles du jeu. Donc, il n'y avait pas une situation coordonnée. So it's not an easy situation. L'autre chose qui est frappant, c'est qu'il y a un faux sentiment de confort. Parce que avec l'arrivée de la Russie, on savait que ça s'en venait. On est tout au courant que ça en vient. Mais on avait ce sentiment que it's not going to hit us parce qu'on fait des choses pour s'assurer que ça ne nous frappe pas. We're doing some things to make sure it doesn't hit us. We have a marine hospital already down at the waterfront, that should be good. And then all of a sudden we decide en mois de mars, on va établir une situation de quarantaine, on va mettre Grosse-Île. Donc on va installer Grosse-Île sur une île 30 000 de Québec et ça va arrêter tous les bateaux et tout va bien. Donc, c'était très facile de penser comme ça, mais ça n'a pas fonctionné. Ce niveau de confort est absolument détruit très vite. Parce qu'une des choses qui m'a frappé au début du mois de juin, in the Quebec Mercury, the first few lines talks about, there's no cholera here, there's no risk, it's far away, and at the bottom of the page, cholera has hit. Dans le même journal, la même journée. Donc, c'est frappant. C'est vraiment, c'est pour, quand tu commences à lire l'impact, puis ça nous a frappé comme ça. L'autre chose qui est passée, c'est qu'il y a un bateau qui arrive, que tout le monde pointe le doigt à la Carrick, qui arrive autour de début de juin. Et après la Carrick, tout le monde dit « Ah, c'est ce bateau-là qui a causé toute la problématique. » Mais vous allez voir sur la prochaine slide qu'il y a 4 autres bateaux qui avaient des problèmes au mois de mai et non pas au mois de juin. Mais on ne faisait pas les liens entre choléra et les maladies qui étaient sur le bateau. Donc, il y avait déjà des maladies sur place. Et on avait cette impression que
comme j'ai mentionné, c'était toutes les fautes des pauvres. Les maladies étaient causées des morales. It was really a finger-pointing exercise. Mais quelque chose a changé autour de 13, 14, 15 juin 1832. Taschereau, un juge canadien-français extrêmement haut profil et bien aimé, et Louis Lagueux, un politicien. Tous les deux morts autour du 14 et 15 juin, subitement, du choléra. Il y avait un ami qui était malade, il a été voir l'ami quand il était malade, il est décédé à l'intérieur de 48 heures, tous les deux étaient morts. Donc tout le monde a pensé, c'est juste eux autres en bas, ils ont réalisé, un peu comme le COVID, tout le monde peut avoir l'impact. Et la chose qui m'a frappé en lisant les histoires de l'époque, pensez-y, COVID, quand nous, on ne savait pas, il y a 5 ans, c'était vraiment quoi, qu'est-ce qu'il causait, puis qu'est-ce qu'on devrait faire. Prends COVID, puis multiplie par un facteur de 10 ou 15, puis tu auras une idée de qu'est-ce que c'était en 1832 par les gens qui ne savaient pas and weren't as well educated as we are today, or we think we are today. Donc aussi, en juin 1832, on décide, c'est tellement grave, on a forcé d'ajouter un autre hôpital, un hôpital d'urgence, et on l'ouvre sur le Cape Diamond Brewery Wharf, sur aujourd'hui le boulevard Champlain, et on met 2 docteurs en charge, Bailey O'Callaghan et Van Liffland. La chose qui est intéressante avec les deux, là il y a des tangentes, il faut que je fasse attention parce que Edmund Bailey O'Callaghan est un patriote, un ami de Papineau et très haut profil pour des Irlandais, mais lui est en charge, puis lui prend soin de ce nouveau hôpital avec Van Liffland. Et Van Liffland, son réputation après est un peu différente. He was charged with robbing bodies to play with them and study. Donc, c'est à l'époque, mais il faut que tu le mettes dans l'époque en 1832. La chose qui est importante, cet hôpital-là a été mis en place pour s'assurer qu'on a la capacité, avec cette vague de personnages et des morts qui s'en viennent. Les quelques autres bateaux, très vite, le Carrick est en mois de juin, mais le Costanza, Robert, le Brobos et Elizabeth, tout vient d'Irlande et avec des nombres de décès de 42, 29, 10, 81, mais on ne faisait pas le lien avec choléra. Donc, c'est pour ça cette fausse idée de confort, malgré le fait qu'on a déjà des malades, avec plusieurs enterrements au Picoté, le cimetière des Picotés, en mois de mai. Il y en a plusieurs. Et 2 choses m'ont frappé. Quand tu fais les lectures, en anglais, on disait « There's a new curse, may the cholera get you ». C'est une façon de vous donner une malédiction sur un individu. And in French, oftentimes you would see the reaction. On avait une expression, on avait un peur bleu. Et pourquoi bleu? Avec cholera, on change de couleur. Right? Et on va parler ça dans 30 secondes. L'autre chose à souligner ici, c'est encore une fois cette fameuse date du mi-juin, 54 enterrements à Notre-Dame de Québec, aucun nom. Donc, ça veut dire que tu meurs, on vous met dans un trou, pas de cérémonie, on ne vous connaît pas. Donc, beaucoup d'exemples exactement comme ça. C'était quoi les symptômes? Ils sont pas beaux. Déshydratation grave, diarrhée extrême, vomissement, des problèmes spasmusculaires, des crampes. Yeah, it's extreme diarrhea. It's a very unpleasant way to go, very painful, with 38 to 50% die within 24 hours. Like, so, c'est très grave. Puis des nombres de personnages impliqués, encore une fois, n'oublie pas, on ne sait pas pourquoi, right? Donc, ça vous en tournez, vous ne pas, vous connaissez des gens, et ça, c'est la situation de notre ville. Donc, ça, c'est pas la ville, c'est pas juste les Irlandais qui l'ont souffert, le monde qui était en ville de Québec à l'époque, that's what you were living with. C'est exactement ce que vous avez vécu. Et on avait des remèdes improvisés. On a essayé à cause qu'on ne savait pas, on suivait les exemples de l'Europe, et une des choses qui m'a frappé le plus drôle, c'est cette peinture par Légaré en 1932. On brûlait le goudron. We believed that the air was the problem, miasme. So we were burning tar to try to change it. And the other thing we did was, every once in a while, the military would hit cannons and try to break the atmospheric pressure by noise, as if that would make a difference. It's almost like a reminder, hey, we're all sick. It's a good job they told us at 3 o'clock, right? C'est comme on utilisait un canon, encore une fois, avec cette idée de casser l'air autour de la ville.
Mais en Irlande, les deux exemples en bas sont un peu plus bizarres. Ashes from Mary to Attic. On avait des villes en Irlande qui ont trouvé des cendres de la Vierge Marie. Donc, on les ramassait, puis en gang, on allait de bâtisse à bâtisse dans les autres villages pour les protéger. Un autre exemple, c'est turf, le tourbe. On avait de la tourbe qui était brûlée, on les ramassait, puis on les brûlait, puis la même chose, on l'amenait avec la paille, puis on le mettait dans les maisons qu'on pensait qu'ils étaient ciblés. Donc, on définit qui serait ciblé, donc on a fait ça. So, there's all sorts of strange remedies that were going around at the time. Again, within a population that didn't understand, right? And the other thing that was significant, people didn't know who to trust because the doctors, a lot of the doctors, there's what I would call the old school doctors that we all trusted, and then there's these new doctors, Anglophones from McGill that had a slightly different idea. And then we had the apothecaries, nos pharmaciens qui nous parlent depuis longtemps, le gars local qui s'en occupe. Et peu importe qui tu écoutais, personne n'avait raison parce que les résultats étaient pareils. Donc, c'était vraiment une situation assez grave puis assez complexe pour les gens. Donc, d'autres choses on essaie de faire, juste pour vous donner un bon pouls, là, c'est des sangueuses, du saignement, des lavements, de la mercure. We tried all sorts of things, mercury and bleedings and bloodsuckers and spice and everything. And the other thing is the con man, le charlatan. Donc, on voit des publicités dans les journaux un peu partout. J'ai le remède pour vous, j'ai le sirop d'érable ou le sirop de quelque chose qui va vous aider. There's all sorts of this example in both Montreal and Quebec at the time that shows you that. So where did they put them? C'est où sont ces cimetières-là? Et une des choses qui est frappante, il y a des cimetières qui existaient à l'époque, qui n'existent plus maintenant. Une, c'est le fameux cimetière de l'Épicoté. Celui-là, c'était le cimetière primaire pour la ville de Québec jusqu'à l'arrivée du choléra. Et aujourd'hui, c'est plus ou moins en dessous le rue Hamel, pas loin de l'Hôtel-Dieu. Right? Donc, aujourd'hui, ça, c'est l'endroit. Et ce qui se passait avec choléra, il y avait tellement de monde, on n'avait plus de place. Donc, on décidait, ce qu'on devrait faire, on devrait sortir de la ville et construire un nouveau cimetière pour les cholériques. Et c'est au coin de Salisbury et Saint-Louis. Et on va créer un nouveau hôpital, un cimetière, le cimetière Saint-Louis. Mais vous savez où vous êtes actuellement. Vous êtes dans le cimetière. Right? Donc, le cimetière, à l'époque, était à l'extérieur de la ville pour nous protéger. Donc, c'était loin. N'oublie pas, 30 000 personnes. Donc, c'est en arrière des mots. Donc, ça, c'est les deux cimetières qui étaient utilisés pour la plupart des décès. Excusez-moi. L'autre chose, le troisième, c'est ce nouveau hôpital qui était mis en place pour O'Callaghan et Ilford. Ce qu'ils autres faisaient, ça mourait tellement vite, ils prenaient les corps et tout simplement, ils le mettaient dans un trou à côté de la bâtisse. Right? They had a mass grave just beside the building. And with a very quick, no religious ceremony, aucune cérémonie religieuse, juste une question de les domper vite. Ils ne voulaient pas les transporter via la ville à cause du danger de la propagation. Donc, on les mettait dans un trou. Le défi pour moi et mes amis les archéologues, c'est où est cette cimetière? On a une bonne idée, mais on n'est pas sûr. Donc, celui-là, il est encore un peu une surprise. Juste une autre chose sur une autre découverte, dans le cimetière de St. Patrick's aujourd'hui, si vous êtes en train de marcher, ce pierre tombale-là est frappant. Le cimetière de St. Patrick a ouvert seulement en 1879, 1880, et ça, c'est une pierre tombale qui parle de M. Reverend Holton, et c'est marqué, il est mort en 1832, 10 jours après l'arrivée d'Angleterre. Donc, c'est très triste. Donc, voici un autre rappel qui est assez frappant. Elsewhere, dans la région. Donc, Québec, ce n'est pas la seule place qui était frappée. Et ce que l'agent d'immigration à l'époque faisait, il essayait de tasser du monde pour sortir de la ville aussi vite que possible. Deux objectifs. Un, vis-à-vis Montréal, et Montréal a souffert. L'autre, c'était à l'époque, le seul chemin dans la direction de Sherbrooke, c'est le chemin Craig.
Et le chemin Craig, c'est dans le coin où je demeure. Donc, celui-là, je le connais assez bien. À Saint-Marie-de-Beauce, exemple, ça, c'est une autre place où on disait, on a des colériques qui sont morts, on va les installer dans leur propre cimetière. Mais aujourd'hui, la photo que vous voyez ici à gauche, c'est le cimetière pas loin de la rue Vachon, direct au cœur de la ville de Saint-Marie, mais à l'époque, c'est loin. Donc, il y avait un cimetière de choléra. Actuellement, c'est un stationnement pour un magasin. Mais en dessous de ça, c'est originellement le cimetière des cholériques. Et la première personne morte en 1932, encore une fois, avec la fameuse date, 15 juin, la même date que Taschereau et Legueux, William Slavin. La première personne morte là est un Irlandais. La bonne nouvelle, sa femme McNaughton a trouvé une deuxième mari, a eu une longue vie avec sa prochaine famille. Prochaine chose, c'est Dr. William Colclough. Colclough, je l'ai trouvé par hasard. Je travaille sur une meurtre en 1933, 1934, et je vois son nom, et son nom tombe parmi les choses que je cherchais, et ça tombe dans l'aspect du choléra. C'est un médecin qui était à Saint-Jacques-de-Leeds, sur le chemin Craig, et en fait, il était impliqué directement en lien avec les gens de Québec, and he was given medicine for a cemetery and the people that were sick in Saint-Jacques-de-Leeds. Et Mahoney, Hutchison et Matchell, les trois prochaines, à Leeds puis à Saint-Sylvestre, c'est trois personnes qui demeuraient sur le chemin Craig, tous les trois qui sont morts directement dans le même coin. Donc, encore une fois, on les envoie via le chemin Craig, mais ils sont morts sur le chemin Craig avec choléra. Donc, c'est pas juste la ville de Québec. Et l'autre chose, c'est McDonald, Valcartier, c'est un exemple qu'on a à l'extérieur, plus au nord de la ville. Même chose, un monsieur qui est mort de choléra dans la même époque. Les deux derniers que je vais vous montrer, c'est des choses un peu, ça m'a frappé quand j'ai écouté la chanson de Le Vent du Nord et Julie Fowlis. On était en train d'établir des pancartes pour des endroits d'héritage à Saint-Agathe-de-l'Aubinière. We're making these signs of various places that the old folk, now these are people about 30, 40 years ago. The people were probably no older than most of us are today, but at the time they were the old folk, and they told us about these places, and one of the places that I identified was Cogan's Well. So everybody knew where Cogan's Well was. Nobody knew who Cogan was. Donc moi, j'ai essayé de fouiller le dossier de Moses Cogan. Et finalement, j'ai trouvé que son prénom était Moses. C'est un gars qui demeurait ici à Québec. Sa femme est morte. Son garçon Hudson est mort en 1832 de choléra. Elizabeth Smith, son mari, Morrison, est mort de choléra. Tous les deux se marient, puis vient à Saint-Agathe, puis il vit un autre 15 ans. Donc, il est forgeron, donc c'est le premier forgeron qu'on a eu à Saint-Agathe. Donc, c'est un gars quand même, donc ça vous montre cet exemple de quelqu'un qui a eu une souffrance énorme, mais la vie continue. So, despite all of the problems with cholera, people got on with their lives, and in many cases had a really good, decent life, probably better than what they expected when they left home. Le deuxième gars, c'est un autre gars un peu différent, un autre gars de le chemin Craig. Mais celui-là, il est différent. C'est Daniel Cotter. C'est un gars qui arrive à Saint-Sylvestre en 1828. La maison est encore là. Et lui, il vient à Québec et il est mort de choléra. La chose qui est frappante, c'est que la famille savait ou pensait qu'elle était morte du choléra, mais il n'y avait pas de preuves. Et son épouse, Margaret Brennan, a remarié Thomas Olive de Saint-Sylvestre, puis encore une fois, a vécu dans la même maison, et une de mes amies demeurait encore dans la maison de ses ancêtres Cotter jusqu'à dernièrement quand il est mort. C'était encore dans la famille, mais Richard n'est plus là. Mais la chose qui est frappante, j'ai trouvé un document qui dit cet ancêtre que d'après eux, la tradition orale, il était mort du choléra. Mais moi, j'ai trouvé le document qui est mort, il est enterré ici, here, en 1832, en mois d'août. Donc, la famille Cotter est emballée avec l'idée que finalement, on l'a trouvé. So, he was somewhere here. Bon, avec ça, là, on va changer le ton un peu. Donc, au fur et à mesure qu'on trouve ces histoires-là, des fois, c'est un son qui nous fait un rappel. Et j'ai le plaisir maintenant de vous introduire Larry Hamilton. C'est un chanteur, un singer qui va nous chanter The Parting Glass, une chanson traditionnelle, traditional song. Et la plupart du temps, c'est utilisé soit pour le départ de quelqu'un, donc quand vous partez d'Irlande, we would have sang this song for you, or oftentimes at a funeral, right? Donc c'est un Arani, c'est un chanteur. Donc, Anglen Aslan, c'est le nom de la chanson. Et c'est un Aran Tradushunta.
Et on fait ça normalement au secret de nos imacs. Donc, c'est encore une fois, soit à la fin d'un funérail ou d'un décès. Donc, avec ça, je vais demander Lauris ou Larry de venir nous chanter cette chanson-là. Bonsoir tout le monde. Good evening. Oh, all the money that e'er I've spent, I have spent it in good company. And all the harm that e'er I've done, alas, it was to none but me. And all I've done for want of wit, well, to memory now I can't recall. So fill to me the parting glass. Good night and joy be with you all. Oh, all the comrades that e'er I've had are sorry for my going away. And all the sweethearts that e'er I've had would wish me one more day to stay. But since it falls unto my lot that I should rise and you should not, I'll gently rise and I'll softly call, good night and joy be with you all. But since it falls unto my lot that I should rise and you should not, I'll gently rise and I'll softly call, good night and joy be with you all. Merci. Thank you. Gormy Lamargat, thank you very much. Donc, Larry, l'an passé, il est venu pour faire une chanson, puis il a fallu absolument de le redemander de revenir. He's got an incredible voice, so thank you very much, Larry. And je l'ai taquiné, je l'ai appelé Lauris cette semaine, puis il a dit, quoi? Lauris. Donc, la question du son pour les Irlandais, comme vous savez, avec la musique, ça nous sonne, ça nous parle. Donc, it's like another way of reminding us of various things. Now we're going to flip to what most people, when they think of the Irish and Quebec and think of Grosse Hill, in fact, they think of the famine, they think of the potato, right? La majorité du monde, quand on dit « je suis Irlandais, Grosse Hill », « Ah oui, le problème de tes ancêtres, c'est la patate ». Mais c'est pas la patate. La majorité des gens, surtout à l'extérieur de la ville de Québec, dans le bout de Shannon, puis Valcartier, Saint-Agathe, Saint-Sylvestre, Saint-Malachie, c'est du monde qui arrive dans les années 1820, 25, 20, donc beaucoup avant la famine. Mais la famine, c'est celui-là qui a frappé le plus fort, et en irlandais, ça s'appelle la Gortamore, puis ça, c'est quelque chose que quand tu utilises ces mots-là en Irlande, il y a un respect immédiat. Donc, la pomme de paille avait le problème, et la peinture, c'est une peinture par MacDonald de County Cork en 1947, d'une famille qui trouve le désastre que la patate, ça ne fonctionne pas. Et juste quelques faits. Population d'Irlande en 1841, c'est autour de 8 millions de personnes. En 1891, 5 millions. Right? Donc, on estime qu'il y a à peu près la moitié qui sont morts du typhoid, de la famine, et l'autre moitié ont quitté l'Irlande. Donc, ça, c'est un peu le background. Donc, l'immigration était spéciale. Et pourquoi ça frappait les Irlandais autant? Dans les années 1830, on a beaucoup d'évidence qu'un mort, un monsieur d'une bonne santé, mangeait entre 10 et 12 livres de patates par jour. Right? Et la madame, she would eat another 6 to 8 pounds of potatoes a day. So they lived on potatoes, right? With very little less. So when they had no potatoes, that's why famine hit.
Et la chose qui est tellement frappante, c'est quand tu embarques sur le bateau, vous êtes déjà faible au départ parce que vous n'avez pas mangé comme il faut depuis un bout de temps. Et la chose qui est aussi frustrante, en même temps, les exportations de céréales vis-à-vis Angleterre a augmenté. Right? So they were taking food at the same time to England at the same time as people are starving in the country. So you can understand some of the frustrations and some of the irritations with the English by a number of Irish at the time. This is a different typhus is a different thing. Swelling of limbs, gonflement des membres, puis fièvre, yellow spots, and again a very, very high mortality of 20 to 30% very quickly, and thousands dying en route even before they get to Grosse Hill. And this is just a picture of some statues on the wharfs in Ireland. La chose qui est frappante, on essaie d'expliquer aux gens, mais quand ils embarquaient sur les bateaux, c'est sûr qu'il y avait de l'espace et tout. Ben écoute, vous regardez ma grandeur, puis si je demandais à Stéphane de monter avec moi, vois-tu 4 de nous autres côte à côte sur un morceau de bois qui est 6 pieds par... Chacun, on a 6 pieds par 18 pouces chaque. Donc, ça veut dire que mes pieds sont dans son visage est dans mes pieds. Et puis, on a poigné sur des niveaux 4 pieds. On a maximum 4 pieds. On a le minimum 4 pieds d'auteur. We're on bunk beds. And if I'm sick up there, what's happening? My stuff is going down. So it's just a lovely thing. So when we call them coffin ships, it's not by chance. On les appelle les bateaux de cercueil, donc c'est pas surprenant. La photo à gauche, c'est à côté de Croagh Patrick en Irlande. C'est un site de la famine. Puis c'est en bronze. C'est vraiment spécial. Et n'oublie pas, avec le taux de maladie sur le bateau, il n'y a aussi aucune condition de sanitation. Le concept de sanitation dans les villes et les bateaux n'existait presque pas. Encore une fois, la chose qu'ils ne savaient pas, la propagation, ça bougeait via des pouces. Donc, imagine-toi si tu es déjà coincé, je suis malade, puis j'ai une pouce, mais il va traverser pour aller voir Stéphane, right? Il aime ses pieds mieux que mon tête ou vice-versa, une ou l'autre. Donc, c'est quand même spécial et encore une fois, au partagé parmi les gens. Donc, c'était juste une catastrophe. Avant d'arriver à Grosse Hill, on s'attendait d'avoir déjà des problèmes. Et encore une fois, on a des solutions magiques. Ça, c'est une annonce qu'on a vue à Montréal. On a un désinfectant pour typhus to make sure that you don't get typhus. Here's something you can clean up. Il n'y a aucun lien avec le nettoyage sur un bateau, avec le monde, avec la maladie lui-même. So it's a very high example. And here's just a change of pace. St. Louis Cemetery, that's what this place was called, the new cemetery. And it closed and then was moved over to St. Patrick's. But St. Patrick's only opened up about 1878, 1879, 1880. Mais quand vous prenez le temps de marcher dans le cimetière, vous allez trouver un paquet de pierres tombales semblables à ces deux-là, où c'est marqué la personne est morte en 1855, 1859. Donc ça, c'est des exemples du monde. Après qu'on a décidé de déplacer le cimetière, qu'on les a déplacés, mais certaines familles avec l'argent ont déplacé les cadavres, incluant la pierre tombale. Les autres qui n'avaient pas les fonds ou ont décidé de ne pas le faire, il y a juste une grosse fosse en commun à Saint-Patrick. Mais quand tu passes, pense pas que ces gens-là sont enterrés là. Ils étaient enterrés originellement here, right? Ils étaient déplacés. So this is a very special place that you're sitting in today. I bet you didn't know that, right? So it's a special place. Et maintenant, j'ai une autre surprise. Donc, je vous ai parlé des rappels. Et des fois, c'est des sons, mais des fois, c'est une découverte ou a discovery. An umshoe. And so I've got two Sean Daly. These are archaeologists who are going to show you another bit of a surprise of something that they found that continues our story. And I think they have a surprise or two for you. So I'll pass this over to Stéphane Noël and Véronique Miclet. So, Stéphane? Thank you very much. Non, ça va.
So thank you, and thank you, Steve, for inviting us tonight. It's a real pleasure to be here. So Stéphane Noël, Véronique Miclette, we're both archaeologists for the City of Quebec. We've been working for the Tramway project for a couple of years now. You might have heard of it in the news. And, you know, sometimes in Quebec City, when we excavate in the street, we find artifacts, old foundations, and sometimes human remains. And that's what we're going to present tonight. So the research we did in Maisonneuve Street, right next door, which was part originally right now on top of what used to be St. Louis Cemetery. So I'm going to pass the microphone to my friend and colleague Véronique, who is going to present the research we did. Merci. Donc, Steve l'a mentionné tout à l'heure. On est en ce moment sur le cimetière Saint-Louis. Sur la carte qu'on voit ici, en 1867, ça s'appelait le St. Patrick's Cemetery. En fait, c'est que lorsque le cimetière Saint-Charles a été créé en 1855, tous les catholiques canadiens-français étaient enterrés au cimetière Saint-Charles et c'est seulement la communauté irlandaise qui a continué d'utiliser le cimetière Saint-Louis ici. Donc, on l'appelait déjà le St. Patrick's Cemetery. Et puis, il a été utilisé jusqu'en 1879 à l'ouverture du cimetière Saint-Patrick qu'on connaît maintenant. Je vais faire ça vite, là, parce que Steven, on a déjà beaucoup parlé du choléra. Donc, on ne connaissait pas du tout la maladie. On pensait que c'était dans l'air. En vérité, mais le choléra, c'est une bactérie, puis c'est vraiment relié à la mauvaise hygiène, aux eaux usées. Et donc, en contexte urbain, comme à Québec, la propagation était vraiment très rapide. Et bon, alors, on a fouillé en 2023. On a trouvé 23 sépultures complètes. Puis avec tous les os éparses qu'on a trouvés, on a un nombre minimum de 32 individus. On a aussi localisé une portion du muret ouest du cimetière qui est localisée, on le voit sur la photo, dans la paroi. Là, donc, c'est sur la rue Maisonneuve, à la limite avec la rue Salaberry. Et puis, sur la photo de droite, on voit notre tranchée centrale d'excavation. Il fallait atteindre, dans le fond, notre mandat, c'était de faire la fouille complète des sépultures qui allaient être perturbées par les travaux. Donc, on est descendu jusqu'à 1,50 m de profond. Puis, excusez-moi. Sur la photo, là, on voit sous toutes les planches et sur tous les géotextiles, il y a une sépulture qui avait été identifiée, donc avant d'être fouillée. Rapidement, ça, c'est un plan qu'on a fait après les fouilles. Je ne sais pas si vous voyez bien sur la grosse télé. On a nos 22 sépultures, nos 22 squelettes. Ils sont tous orientés de la même manière, sauf un qui est à gauche et lui qui était orienté est-ouest. Et dans le fond, il longe le mur du cimetière. Ça, c'est une organisation quand même assez... qu'on voit souvent dans les cimetières catholiques. En fait, c'est pour l'organisation de l'espace, économiser de l'espace. Il y a souvent une rangée de sépultures qui va suivre le contour du cimetière, puis il va y avoir les rangs, ou les autres rangées au centre. On pense que c'est relié à un contexte épidémique parce qu'on n'a pas vu de fosses individuelles. En fait, tous les squelettes sont dans un cercueil, mais ils seraient dans une grande tranchée qu'on a ouverte et qu'on a mis plusieurs cercueils et qu'on a fait une inhumation multiple à un moment. Donc, à gauche et au centre, encerclés en rouge, ça serait des épisodes un peu plus anciens parce qu'on n'a pas retrouvé d'artefacts de quincaillerie de cercueil, contrairement à droite dans le cercle vert. Puis on sait que la quincaillerie de cercueil a fait son apparition vers 1850. Donc ça, c'est ça. Oui, désolé, je n'ai pas averti. Il va y avoir des images de squelettes. On a seulement, sur nos 22 sépultures, il y en a seulement 2 qui sont des individus
adultes. Donc ça, c'est les 2 squelettes adultes qu'on a trouvés. Sur les os, on a vu qu'il y avait beaucoup de traces de carences alimentaires, donc de l'anémie, du scorbut, mais que ces carences-là avaient été guéries. Donc, à un moment donné dans leur vie, ces individus-là avaient eu un épisode de carence alimentaire, mais s'en étaient sortis. Ah oui, puis en étudiant les ossements, on peut aussi voir les activités de la vie quotidienne un peu des individus. Alors, sur la mandibule de gauche, on voit une pathologie qui est quand même intéressante et qu'on voit souvent sur les squelettes du 19e siècle, c'est qu'il y a de l'usure en forme de rond sur 2 dents. Alors, l'individu fumait la pipe et il tenait toujours sa pipe au même endroit et les dents usaient comme ça. Bon. Sinon, tous les autres individus sont des squelettes d'enfants. Tous les squelettes présentent des signes de carence alimentaire, donc des carences de vitamine C, de vitamine D et de fer. Ces carences-là nuisent au bon développement des os et c'est comme ça qu'on peut faire un diagnostic ou émettre des hypothèses de maladie. La photo au centre, c'est un individu qui est âgé à la mort d'environ 18 mois. En archéologie, en bioarchéologie, une des manières les plus certaines d'estimer l'âge de la mort d'un individu juvénile, c'est en regardant le schéma d'éruption et de formation des dents. Alors, avec ça, on a déterminé que l'individu avait 18 mois. On peut aussi s'appuyer, lorsqu'on n'a pas trouvé de dents en association avec un squelette, on peut utiliser la longueur des os. Selon la longueur des os, on sait environ le développement de l'enfant. Puis, un fait intéressant qu'on a remarqué avec une majorité des sépultures du cimetière Saint-Louis, c'est que l'âge estimé avec les os était souvent 6 mois plus jeune que l'âge estimé avec les dents. Donc, ça pourrait suggérer une population qui avait de la difficulté de croissance et qui était malade. Encore des exemples de sépultures. Bon, là, à gauche, c'est notre plus jeune individu qui est en fait probablement un fœtus. Là. Il y a des bonnes chances qu'il soit mort-né. C'est ça, des fois, c'est un petit peu plus triste. Et puis, on a dans la portion est, donc où est-ce qu'il y avait le cercle vert sur le plan général, on a un individu qui est unique dans le sens que c'est le plus vieux enfant qu'on a identifié, donc il est âgé environ de 9 ans. La majorité des autres enfants qu'on a ont beaucoup 1 an, 2 ans et autour de 3 et 4 ans. Donc, quand on a commencé la fouille de cet individu-là, on a remarqué tout de suite qu'il y avait ce qu'on appelle une vitre de regard sur son cercueil, c'est-à-dire qu'il y avait une petite vitre à la hauteur du visage qui permettait de voir le défunt dans le cercueil. Puis on la voit ici, pendant la fouille, elle était déposée sur les os de la face. Puis encore une fois, cet individu-là avait plusieurs pathologies. Il souffrait de scorbut, de rachitisme aussi. Ça, c'est des artefacts qu'on a trouvés en association avec cette sépulture-là. Donc, on a des poignées de cercueil ornées. Il avait un collier de perles aussi. Il y avait plusieurs perles sur son thorax et autour du cou. Puis on a même un fragment d'attache en cuivre qui devait être une partie du fermoir du collier. Sinon, on a d'autres objets en lien avec d'autres cercueils d'enfants. On a une super belle... on a 2 exemples de poignées à décor d'agneau sur un soleil levant qui rappelle beaucoup la symbolique de l'enfant dans la religion catholique. L'agneau
l'agneau de Dieu, l'enfant innocent. Puis c'était quand même commun comme type de poignée parce que si vous voyez à côté, c'est une image tirée d'un catalogue de quincaillerie de cercueil, d'un catalogue de cercueil dans le fond. Puis exactement la même poignée, c'est un catalogue de 1879. Sinon, on n'a pas trouvé beaucoup d'artefacts personnels. La plupart sont reliés à l'habillement des défunts. Donc, vous avez des exemples de boutons en céramique, des exemples d'agrafes en haut. Les agrafes ont surtout été retrouvées sous les omoplates et les vertèbres cervicales des individus, donc ce qui pourrait nous suggérer que le défunt avait une chemise ou une robe qui s'attachait dans le dos, derrière le cou. On trouve aussi des épingles. Ça, c'est très commun dans les cimetières. Habituellement, les défunts n'étaient pas enterrés habillés. Surtout au 19e siècle, les gens étaient pauvres. On gaspillait pas des vêtements en enterrant les morts avec. Alors, ils étaient enveloppés dans un linceul et puis ils étaient fermés avec une épingle. Pour ce qui est de l'état de santé, alors, comme j'ai mentionné, tous les individus étaient atteints de scorbut, mais il y avait aussi d'autres maladies métaboliques comme l'anémie, qui est une carence de fer, et le rachitisme, qui est une carence de vitamine D. Alors, ce sont toutes des maladies qui affectent le bon développement des os, et c'est pour ça qu'on peut en voir des indices sur les squelettes. En plus de ça, il y avait quelques individus qui étaient atteints de tuberculose. On le voit sur les os qui sont près des poumons. Donc, par exemple, au centre, il y a une vertèbre cervicale, et puis à droite des côtes de l'individu 3-600, c'est subjectif de tuberculose. Et puis à gauche, on voit des exemples de rachitisme, c'est-à-dire que en anglais, c'est rickets. Ça fait une déformation des os et sont plus courbés que la normale. Alors, encore juste un petit graphique pour vous présenter le nombre de gens atteints d'une certaine maladie selon leur groupe d'âge. Donc, notre plus jeune fœtus, en fait, on a le fœtus et un autre bébé âgé d'environ 37 semaines. Donc, ils avaient tous les deux le scorbut. On voit que tous les individus avaient le scorbut. Il y a beaucoup qui ont de l'anémie et quelques-uns la tuberculose. Donc, in conclusion, biological analysis offer insights into past populations' health conditions, especially the diseases they suffered from and their daily activities. At the St. Louis Cemetery, our research identified particularities of the population interred in the northern part of the cemetery. Children and even babies affected by multiple diseases. Food deficiencies are linked to a poorly varied diet, and the cholera epidemics are directly associated with poor hygiene in urban contexts. Thank you. Merci beaucoup, Véronique et Stéphane. La chose qui est frappante la première fois que j'ai vu la présentation qu'elle vient de vous donner, c'est que that's not an Irish story, right? It's our story. Parce que quand elle parle de la situation de la maladie de la ville, c'est tout le monde. So nos ancêtres, c'est pas, encore une fois, l'histoire de choléra et typhoid, on a une tendance de penser c'est irlandais, mais en fait, ce qu'on a vécu, ce qu'on a trouvé, les faits, c'est our kids suffered. They had a hard go of it. And somehow the result is that we're still all here, which is great. So here's one last look before we tidy up.
The easy thing to think of Grosse Ile is that it's a difficult place, but it's also a great reminder of what our ancestors went through. And what's been interesting to me for Grosse Ile is for all the years that I've been playing around with various historical pieces and murders and all sorts of stuff, I've never found a member of my family that was buried in Grosse Ile. And of all the people I know, very few have turned around and said, yeah, my ancestor is there. Donc, avec toutes les années de recherche que j'ai faites à date, j'en ai jamais trouvé quelqu'un qui de la famille, ma famille, ni des familles des amis, que ce soit à Québec, à Saint-Agathe, Saint-Sylvestre, partout, qui sont à Grosse Ile. Et jusqu'à, il y a à peu près 7-8 mois. Donc, voici une dernière fois, excusez-moi, voici une dernière pièce d'information pour essayer de faire la personnification de Grosse Ile pour moi. C'est très individuel, mais c'est mon histoire à moi. Oral tradition and a stubble and personification. Mes ancêtres, Robert Chute et son épouse, Catherine Monahan, dans la tradition orale, on disait qu'ils ont adopté un garçon. Sa mère est morte sur le bateau, on venait d'Irlande. Son père est parti, puis Robert puis Catherine ont ramassé cet enfant-là sur les quais. Puis ça, c'est l'histoire qu'on avait depuis longtemps. Et il y a quelques mois, j'ai trouvé un document qui disait le garçon qui était ramassé, c'est pas nécessairement un orphelin. He was a niece to Catherine. So he was part of the family. Et après que j'ai trouvé ça, j'ai trouvé sa mère qui est morte, qui est enterrée à Grosse Ile. Donc, j'ai trouvé les documents dans les registres parce qu'à Saint-Luc sur Grosse Ile, les registres commencent seulement en 1834. Mais quand j'ai trouvé la présence de sa mère, Bridget Connor, c'était pas son décès, c'était le baptême d'une petite fille qui s'appelle Bridget. Et elle était baptisée à Grosse Ile et 2 semaines plus tard, sa mère est morte. Donc, Bridget died, the mother, and this was my ancestor's sister-in-law. And it's the first time we have a family member. Deuxième chose, la petite fille qui était encore vivante, je l'ai cherchée pour essayer de voir qu'est-ce qui est passé avec elle, et on l'a trouvée mort 6 mois plus tard, mais à Saint-Sylvestre. Donc, le garçon Thomas était ramassé par mes ancêtres Robert et Catherine, puis lui a vécu, mais la tradition orale était tout simplement, c'est un orphelin, mais en fait, il n'était pas orphelin. And in fact, what's strange about it is, when I looked to see the records, the birth, why did she give birth on Grosse Ile? Mais à l'époque, quand le bateau arrivait, tout le monde débarquait et on nettoyait le bateau. Donc, elle a débarqué. Est-ce qu'elle a débarqué? Est-ce qu'elle est morte du choléra? Est-ce qu'elle est morte de le fait qu'elle a donné naissance à un enfant? Est-ce qu'elle avait choléra sur le bateau? Est-ce qu'elle a ramassé à Grosse Ile? We don't have an answer to that. But at least we know that Bridget is there. So for me, all of a sudden, Bridget O'Connor is the personification of Grosse Ile. And on that famous, on this slide, on the left-hand side, there's this beautiful wall with carved names. I was with Brian Gallagher with some guests in September, October. I found her name, Bridget O'Connor. So to me, it's a personification. So the stories are tough, but we live through it. We're the results of these people that live that. So thank you very much. That's my personal connection with Grosse Ile. So Grosse Ile is even more important than it ever was before. So thank you to Bridget for telling me. And most of this information happened within 48 hours of one of my cousins. He and I were sharing this. He passed away, and within 72 hours, I found this information. So I think Lincoln helped me. So there you go. So the last thing we have is sometimes, again, it's a question of sound. And you know how we like music, and you heard Julie Follis and Le Vent du Nord at the beginning. So we're going to finish off with another piece of music, a fum. Waranta, it's the fum, so sometimes it's the sound that catches your attention. So Patrick Parig is a Pibera Ilan.
is an uilleann piper, and he's going to play a piece of Green Fields of Canada and a Lonesome Jig. And again, another time, a bit like the first piece, a little bit sad at the front end, and then a little bit peppier. So it's all about the Fuam, and it's all about Miaura, which is the reminder. So without further ado, I'll pass you to Patrick.
Guatemala. Tarbar. It's great. Merci beaucoup. On a quelques minutes pour quelques questions, puis après ça, on a une annonce que je vais demander à Brian tantôt de parler de les beaux souliers juste à côté. Il y a un programme, puis on va passer la parole pour concerner la parade de John Bertrand. John, would you like to say a word or two before questions? Hi. We're still looking for my talent, but I'll keep this short and brief. You've all heard there's a parade Saturday. Those of you who are marching with us, we ask you to be there at the school in all your finery by 1 o'clock at the absolute latest. At 1:30 we start forming up groups outside, and 2 o'clock we start marching. Many of you are members here. You've all gotten little Irish Heritage Quebec flags if you've come to the last couple of meetings. Bring them along. Wave them as we walk. There will be Irish tricolors available in the room that we're going to meet in as well. Sorry. I did mention room 115, right? Near the principal's office. And I know some of you know where the principal's office is. There's going to be transport back to the school up until 4 o'clock. That might vary a little bit. And so if you want to get back here, there's your chance. And the school is conveniently located near the Galway pub, so you can stop there on your way home. Check your emails for news IHQ emails if there's any changes, but I don't foresee anything changing between now and then. So we'll see you all on Saturday. Wear something green, be proud, let's have fun. Thanks. Brian, would you like to just introduce this before we take questions? Alors, vous avez ici, devant vous, à l'avant de la scène, une paire de chaussures de bronze. L'histoire des chaussures de bronze nous vient du Musée national de la famine en Irlande, à Strokestown, comté Roscommon. À partir du musée jusqu'au port de Dublin, il y a une distance de 165 km et sur ce trajet, il y a une trentaine de stèles de pierre qui sont coiffées par ces chaussures d'enfants retrouvées dans les chaumières en Irlande à l'époque de la famine. Ce sentier-là, cette voie-là, est arrivé au Canada. Donc, il y a 15 paires de ces chaussures qui ont fait la traversée par bateau. Ils sont arrivés à Saint-Jean-Terre-Neuve en mai 2024. Il y a une paire de ces chaussures qui est installée à Grosse-Île. Il y aura une inauguration au mois de juin prochain. Et cette paire-là s'est installée ici sur les rives du fleuve de Saint-Laurent, dans le port de Québec, à l'automne. Alors, je remercie les gens de la Ville de Québec, Commission de la capitale nationale, Parc Canada, partenaire depuis toujours. C'est un excellent projet. Ce sentier va remonter le fleuve. Montréal, Cornwall, Kingston, Toronto, Niagara. Un jour, l'Amérique au complet, l'Australie, l'Afrique du Sud, on verra bien. Alors, je vous invite à venir tantôt les voir, les toucher, les lever un peu. C'est lourd, faites attention. So, come see the shoes. Et puis, je pense qu'on doit une bonne main d'applaudissement à Steve Cameron, d'abord pour avoir fait ça encore une fois. De main de maître, son équipe avec Larry Hamilton, Véronique et Stéphane de la Ville de Québec, merci beaucoup pour votre approche scientifique. Ça nous a fait plaisir de collaborer avec vous. Vous nous aviez approché il y a 3 ou 4 ans pour voir si on était intéressé à travailler avec vous. C'est vous qui avez fait le travail, puis vous avez rendu compte de façon extraordinaire ce soir de ce travail-là. Merci. Alors, le talent musical de Larry, le talent musical de Patrick McSweeney. Toujours un plaisir, Patrick, de te voir jouer ton instrument. Je remercie Bruce Kirkwood qui, en plus d'être Grand Marshal, a géré la sono pour ce soir. Notre ami Philippe ici, qui est un gradué de l'École Saint-Patrick, mais qui gagne sa vie très fièrement en faisant des belles prestations vidéo qui nous permettent d'apprécier les présentations. Merci, Philippe.
Je remercie mes amis administrateurs de Irish Heritage Québec qui ont été ici toute la journée à monter la salle, à collaborer avec les partenaires. Merci. Thanks, guys on the board. Thank you very much for your hard work. Je remercie, but you give them a round of applause too, you know. Le travail dans l'ombre. Et je félicite nos amis du défilé de la Saint-Patrick de Québec, encore une fois, pour le travail acharné. On les a vus marcher fièrement dans les rues de Montréal le dimanche au défilé de Montréal, le 200e défilé. Nous, on a quelques années de moins, mais moi, je considère qu'on a un défilé tout aussi ambitieux et joli que celui de Montréal. Donc, félicitations à tout le comité du défilé. Justement, Bruce me rappelle qu'il y a de la belle marchandise aux couleurs du défilé. Faites un tour à leur table en arrière. Faites un tour aussi pour voir Anne, pour vous inscrire comme membre, regarder les livres historiques un peu sur les histoires des Irlandais à Québec. Et sur ce, je vous rappelle une dernière fois, il y avait 63 personnes seulement qui ont signé le livre. Vous êtes beaucoup plus nombreux que 63. Alors, il ne faudrait pas que j'aille à la porte vous interdire la sortie avant de vérifier. Là. Alors, faites-le de vous-même, s'il vous plaît. C'est important parce que ça nous permet de garder ça dans nos archives et des fois d'écrire des articles pour dire qu'en 2025, il y avait plus que 63 personnes à la soirée de la conférence. Alors, les questions, Steve? On va prendre des questions. Mais la chose qui me surprend puis me décourage, parce que Brian était supposé de faire un petit jig pour nous, mais il l'a pas fait. He didn't do it. Un lonesome jig. Duncan, est-ce que vous avez des questions soit pour Patrick, ou pour Larry, ou pour Stéphane, puis Véronique concernant la présentation? Oui, madame. Oh. I thought you could hear me anyway. I can. I was told years ago that the cemetery at the old St. Matthew's Church on Rue Saint-Jean, apparently it was a mass grave. Is that true? Not during the cholera or the typhus. The cemetery, to the best of my knowledge about St. Matthew's, there were so many bodies that they're on layers. Right. And when it got to the point where they were coming over the top, it was about the right time when they opened up Mount Herman. So I'm not aware of it being a mass grave to the best of my knowledge, but I don't know that. But certainly they were on layers, because back about, I'm going to say 7 or 8 years ago, a friend of mine, another archaeologist, Alison Bain, worked on with a team of people where they were doing some repairs on the actual Anglican church, and they moved some bodies to over to Mount Herman, and there's a mass grave in Mount Herman of some of the bodies that they moved. So it might be that you're referring to. And the second thing is that was interesting when I saw the results from their studies about the children. It was very similar to what Allison and her team found about the people in St. Matthew's. So it wasn't an Irish thing, it wasn't a Catholic thing, it wasn't a Protestant thing, it wasn't a French thing. Kids all had rickets. Kids all had scurvy. So the situation in the city was a tough go for our ancestors. So that's why I say Grosse Hill is, we tie it, and yes, there's scars for the Irish, but it was a tough time for all our ancestors, right? So I don't know if I answered your question, but it gives to the best. Okay, good. Well, oui, madame. Thank you for this great talk. Very interesting. The subject, I really like it this year also. J'ai comme plusieurs questions concernant le choléra. Oui. Combien de temps ça a duré? Comment ils ont fait pour enrayer ça? Puis vous avez mentionné que ça allait jusqu'à Montréal. Oui. How far it spread? It went to Canada, the old Canada, everywhere? Well, you know? 1832, you have to remember Montreal and in through the Great Lakes to a degree, and some into the States, but it came upriver. They think cholera. The problem with measuring the number of people buried or died of cholera in Grosse Hill, they have an idea that it was like 1,500 very quickly in the month of June in 1832. They figure it's about 3,000 to 4,000 people for Quebec, another 4 to 5 in Montreal, and a few more further. But it's an estimate. They don't know. So it went up the river. It didn't stop here. And the thing that hit me, la chose qui m'a frappé le plus, encore à cause que je demeure, j'avais toujours lu la question de
l'agent d'immigration les envoie sur le chemin Craig. Mais quand on a fait des recherches, on a trouvé du monde mort sur le chemin Craig. Donc c'est pas juste la région, c'est pas juste la ville, c'était vraiment la région et jusqu'à Montréal et plus loin. Hein? Et c'est des gros nombres, hein? Tu sais, quand tu parles de 4 000, 5 000, 9 000, quand vous avez une population de 30 000, that's a lot of people. Right? D'autres questions? Any other question? Oui, madame. Moi, j'aimerais savoir parce qu'on a vu des articles sur le cimetière Gros-Pin. Est-ce que vous connaissez ce cimetière-là? Non, moi, je ne connais pas. Une des choses que je peux vous remarquer... Véronique peut vous donner quelques renseignements. Une des choses que, pour le monde qui veut savoir un peu plus sur choléra, il y a 2 ou 3 livres par un nommé Jeffrey Bilson, B-I-L-S-O-N, sont excellents. Ça vous donne beaucoup de perspectives sur choléra, surtout à Québec et à Montréal. Sur la question des cimetières, il y a un livre aussi fait en 1940, quelque chose par un nommé Roy, qui fait un survol de tous les cimetières de la ville de Québec dès le début. Donc, j'imagine que ce cimetière-là doit être dans la chose de Roy. Excusez-moi, ça va faire ça. Peut-être commencer, puis je vais passer à POC à Véronique si jamais j'ai oublié des trucs. En fait, le cimetière Gros-Pin, c'est... faut oublier qu'à cette époque-là, 1832-1834, il n'y a pas juste le cimetière Saint-Louis qui est ouvert, il y a plusieurs cimetières dans la ville de Québec, notamment dans Saint-Roch, il y a 3 cimetières. Un, c'est quoi? C'est Dorchester, Lilloux, qui est c'est quoi le pub qu'il y a là? Il y a un pub, en tout cas, c'est complètement construit maintenant. C'est un ancien cimetière paroissial. Oui, c'est ça, Kurgan, c'est ça. À la Pointe-aux-Lièvres aussi, où est maintenant un terrain vague là, du RTC, du réseau de transport, où on va bâtir le pôle d'échange Saint-Roch. On a fait des fouilles aussi, là. On a trouvé plus de 250 sépultures, dont notamment du cimetière de l'hôpital La Marine. L'hôpital La Marine était là. En 1934, il a été terminé, construit en 1934, commencé en 1932, fini de construire en 1934. Ils ont commencé déjà à enterrer des gens derrière l'hôpital. Donc, il y a un cimetière pour l'hôpital, parce qu'il y a beaucoup de gens qui mouraient à l'hôpital. Puis il y a aussi un cimetière paroissial. Le cimetière Gros-Pin, pour revenir au cimetière Gros-Pin, en fait, c'est ouvert en quelle année? Ça peut-tu? L'année 1860. En fait, c'était comme le overflow des cimetières paroissiaux qui, notamment l'hôpital La Marine. Dans le fond, les cimetières étaient déjà pleins. Puis, il y avait besoin de plus de place parce que les gens mouraient encore beaucoup d'épidémies, même à la fin, après la deuxième moitié du 19e siècle. Puis à Gros-Pin, dans le fond, c'est dans le secteur entre la 4e avenue puis la 1re avenue. Il y a un parc municipal actuellement à cet endroit-là, parc marchand. C'est ça. Donc, effectivement, c'est un ancien cimetière. On n'a pas de données à savoir si... ce qu'on sait, en fait, ils n'ont pas été exhumés. Quand ils ont fait la descente de la 4e avenue pour faire le chemin de fer du CN, ils ont trouvé des boîtes, des cercueils avec des restes humains dedans. Puis c'est sûr que si on recreuse à cet endroit-là, ils risquent de retrouver encore des restes humains. Donc, c'est ça. On voyait des photos aussi quand ils ont aménagé le secteur des années 50. Exactement. Aujourd'hui, un restaurant Ashton, au point de la première avenue, des boulots, ils ont creusé la station de service au Oui. Exactement, oui. Very good. Merci. D'autres questions? Comme j'ai mentionné, il y a 2 documents que ça vaut la peine de lire. Une, c'est Bilson. Yeah, I see him. Bilson, c'est sur choléra, puis l'autre sur les questions Roy. Autour de 1940, il y a une longue liste d'un livre sur tous les cimetières de Québec. Oui, monsieur. Yes, sir. Yes. Oui. It's a question for the musician, the alien pipe player. Is it Patrick? Patrick. Could you tell us a little bit about the differences and similarities between the alien pipe and the Scottish bagpipe? Yeah. Well, one is good and one isn't. I think I'm biased, though. Are the sounds the same? Are they different? Is it like a violin to a guitar?
they don't sound the same. They're based on the same principle, but it's a little bit like comparing a car with a motorbike. They're different things. They've got the basic. They're both reeded instruments. They both have a little reservoir of air, which is in the bag. The Irish pipes, the pipes I play, they use dry air, so that's why you see me using a little bellows pumping the air. Whereas the Scottish pipes, they have a big straw and they blow into that. The biggest difference for the player is that we can drink while we play. You know? Leave it to an Irishman for a good answer. I hope you notice we talk about a cemetery or dead, we talk about a pub, we talk about music, we talk about drinking. It just goes hand in hand. So before we finish, you should all go to the Galway too before the end of the evening. Don't forget that. Yeah, Galway. Any last questions? Gora Mila Magat.